Sur les séjours fructueux du chef de l'État au Qatar, pas plus tard qu'hier, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a conféré avec les hommes d'affaires du Qatar. La bonne nouvelle est que ces hommes d'affaires ont saisi la main lourde tendue par le président de la République pour investir en République démocratique du Congo. De précision avec Patrick Michel Moukouy, notre envoyé spécial au Qatar. Regardez. Ils étaient une trentaine à prendre part aux travaux de ce forum d'affaires à Doha. Ce rendez-vous, voulu par le président Félix-Antoine Tshisekedi, ne visait qu'un seul objectif, établir un contact direct entre hommes d'affaires congolais et qataris. Mohamed Bin Hamad, vice-président de la Chambre de commerce qatari qui prend la parole en premier, remercie et félicite le chef de l'État pour son ouverture aux investissements qataris. Félix-Antoine Tshisekedi, qui a lancé les travaux, a, outre la présentation des opportunités d'affaires, rassuré ce potentiels investisseurs des facilités leur accordées par l'État congolais, beaucoup plus pour la protection de leurs investissements. Nous améliorons notre appareil judiciaire pour qu'il soit de plus en plus rassurant, qu'il protège les intérêts des investisseurs et qu'il rassure de plus en plus ceux qui viendront dans notre pays sur une justice qui soit crédible, parce que nous avons eu également des problèmes avec ça. Et évidemment, nous nous battons bec et ongle. J'en ai parlé d'ailleurs à l'émir Tamim, qui a été très réceptif et très chaleureux d'ailleurs à mon égard, pour lui dire que nous sommes très soucieux de la situation sécuritaire dans le nord-est de la République et nous voulons redoubler d'efforts pour éradiquer tous ces groupes armés qui opèrent dans une région qui est une de notre République, qui est une des régions qui peuvent susciter cet intérêt des investisseurs et qui en ce moment est la proie à des violences inutiles et inexplicables. Et j'espère qu'avec l'aide de Dieu et celle de nos amis, nous arrivons à éradiquer tous ces groupes armés et à rendre ce pays prospère, pacifique et accueillant comme l'est notre population. Les travaux se sont poursuivis en atelier avec de présentations et discussions pertinentes conduites par le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Anthony Kinzo. Les assurances de Félix-Antoine Tshisekedi ont eu effet immédiat auprès des investisseurs. Les contacts pris ont donné lieu à une série de réunions annonçant des résultats concrets dans un futur très proche. Dans un autre cadre, les membres du Qatar Leadership Academy ont échangé avec le président de la République sur différents sujets, notamment la Covid. Le président en exercice de l'Union africaine qui a expliqué comment les pays africains se sont organisés pour faire face à la crise de la Covid a aussi plaidé pour un désendettement de ceux-ci afin de les permettre de mieux gérer les effets de la crise. Le gaz en République démocratique du Congo, nous en avons. Et il y a moyen, en exploitant d'en faire un gaz de consommation pour les foyers. Des défis environnementaux, Félix-Antoine Tshisekedi a lancé un appel aux investisseurs pour aider les pays africains à développer de technologies afin d'aider les populations pauvres qui utilisent encore les bois et protéger les forêts africaines. Restons au Qatar avant justement qu'il rentre à Kinshasa. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec les responsables du fonds souverain qatari. Au centre de leurs entretiens, le financement des travaux de réhabilitation de certains ports en République démocratique du Congo. Encore une fois, Michel Moukouy. Le séjour du chef de l'État congolais à Doha a donné lieu à un engouement massif des investisseurs qataris, tous désireux de poser leurs valises dans le pays de Félix-Antoine Tshisekedi. Entre deux journées, des hommes d'affaires se sont bousculés pour être reçus par le président de la République. Parmi eux, les responsables du Fonds souverain du Qatar, une structure qui gère plus de 295 milliards d'actifs véhicules d'investissement de l'État du Qatar, principal investisseur dans les plus grandes sociétés comme Google, Glencore ou encore Microsoft. Ce Qatari et le chef de l'État ont discuté sur le projet de développement de ports maritimes de Kinshasa, Boma, Matadi et l'électrification de la RDC par le Fonds Mwinda, ainsi que le projet Sky Power, mais également partager de connaissances pour la création d'un fonds souverain pour la RDC.
Avec le président du groupe Qatar Petroleum, il était question de discuter sur la possibilité d'un partenariat dans le renforcement de capacités et support dans la mise en valeur des sites Greenfield pour le gaz et le pétrole, ainsi que la création d'un contenu local. Les responsables de Qatar Leadership Academy Center ont fait avec le chef de l'État une description de l'expérience transition politique pacifique de la RDC avec un accent sur l'importance de la non-violence et le support pour la mise en place de partenariats avec la RDC dans les secteurs de l'éducation, la culture et le leadership. Satisfait des résultats de ses contacts au terme d'un séjour de 72 heures à Doha au Qatar, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné dans la soirée de mardi 30 décembre son cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Revenons à Kinshasa désormais, la capitale, la République démocratique du Congo, dotée d'une usine de recyclage des déchets plastiques, une initiative du gouverneur Gentini Ngobila pour lutter contre l'insalubrité qui dérange et nuit à la santé des administrés. Plus de détails avec Guillaume Koukou, Mamengi Panchi. Difficile, très difficile même pour maintenir la propreté dans la ville-province de Kinshasa, surtout avec des tonnes et des tonnes de destructus que charrient les eaux de pluie, en plus de notre mauvaise habitude de nous laisser prendre à tout verser dans les caniveaux, sinon dans nos petites rivières. Les emballages en plastique, parlons-en. Surtout les bouteilles et les sachets ayant contenu de l'eau qui s'avale à chaque endroit. L'on sait que Kinshasa mène une lutte acharnée contre l'insalubrité, malheureusement qui achoppe à plusieurs paramètres. Mais enfin une nouvelle, disons plutôt la très bonne nouvelle. Une entreprise congolaise s'offre un défi, celui de tout recycler. Il s'agit ici de recycler le sachet et les bouteilles en plastique. La nouvelle a été annoncée avec bonheur par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, et cette annonce tient la route. Kinshasa vient de se doter d'usines spécialisées pour le recyclage. Leur capacité est même étonnante, entre 10 et 50 000 tonnes par jour, ce qui redonne une nouvelle vie à ces emballages en plastique. J'invite les Quinoises et les Quinois d'aller là où il y a des conteneurs Kintopo, des conteneurs Kinbopeto, et d'amener leurs marchandises. C'est devenu une marchandise. C'est devenu un produit commerçable, des bouteilles qu'on trouve par terre, un peu partout à travers la ville. Ces bouteilles sont devenues aujourd'hui des produits. L'on retiendra donc que la propriété de la ville de Kinshasa ne sera plus un défi. C'est plutôt un appel à la conscience des habitants de Kinshasa, ramassés et orientés vers les structures appropriées. Et tout le travail mérite salaire, comme l'a dit le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila. Les dividendes devront accompagner ce travail. Kinshasa, levez-vous le grand matin, ramassez le plastique en sachet ou en bouteille. C'est une main-d'œuvre abondante et les dividendes suivront. Parce que nous parlons du recyclage de déchets plastiques à Kinshasa, l'église du Christ au Congo, SCC, vient de réaliser un coup de génie à partir de l'usine qu'elle a montée. On y fabrique des dallettes à base, bien sûr, de déchets plastiques, des déchets plastiques, des dallettes qui vont vous permettre de garnir les périmètres de vos parcelles. Découvrons ensemble ces coups de génie de l'église de l'SCC. De la République démocratique du Congo tient à la protection de l'environnement, mais aussi à l'assainissement des milliers de vies de sa population. C'est dans cette optique que le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, a effectué le lundi 29 mars 2021 des déplacements à l'école Chaoumba pour voir le projet de recyclage et de transformation des déchets plastiques et sachets en matériaux de construction tels que le pavé et autres. C'est un projet qui mérite l'appui du gouvernement. Nous allons, avec l'Église du Christ au Congo, faire un lobbying pour que les partenaires qui veulent protéger l'environnement en République démocratique du Congo mettent leurs mains à la pâte. Ce projet ne nécessite pas beaucoup de conférences ni de séminaires, mais nécessite qu'il y ait des machines qui soient achetées pour assainir Kinshasa, donner des emplois à la jeunesse de Kinshasa. Les déchets plastiques, comme je ne cesse de le dire, sont à la fois un problème et une solution. Nous venons de constater qu'ici, les déchets plastiques ont contribué
à fournir des dallettes qui peuvent durer jusqu'à 100 ans, comme dire le plastique. Et donc nous allons intéresser les membres du gouvernement dans ce secteur, à savoir le ministère des infrastructures, afin que le vice-premier ministre passe par ici avec moi, voir ce que nous pouvons faire avec ces Congolais qui s'adonnent à rendre notre ville propre, à donner des emplois à notre jeunesse et à fournir des matériaux de construction dont nous avons besoin parce que le pays est en pleine reconstruction. Les déchets plastiques sont un problème et en même temps une solution. Leur traitement est une source de l'emploi et des matériaux de construction, dit le ministre de l'Environnement lors de sa visite. À peine mis en route, il prend de l'ampleur de plus en plus le projet du chef de l'État sur la modernisation des voiries à travers le pays. Vous avez compris, le projet s'appelle la Tshilé-Gelou, qui signifie en français exemple. Et en Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, il a démarré, nous dit Robert Ndaye. Mbuji-Mayi, ville située au centre de la République démocratique du Congo, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, deuxième ville du pays en termes de population. Mbuji-Mayi, autrefois capitale mondiale du diamant, meurt. Les infrastructures se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Les routes quasi inexistantes rendant difficile la circulation de la population. Les dernières couches de bitume remontent depuis 1954. En Mbuji-Mayi, des questions de fond sont soulevées sur la politique du gouvernement provincial et national relative à l'entretien routier. Que faire pour relever ces défis? Une question sur toutes les lèvres de la population. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y apporte une réponse claire à travers son initiative personnelle avec le projet Tshilé-Gelou. Avec l'arrivée de notre projet Tshilé-Gelou, nous avons l'espoir que ça va y aller. Aux côtés des mauvais états de route, il y a le phénomène des érosions qui menace la ville de Mbuji-Mayi et risque de faire disparaître la ville de Mbuji-Mayi sur la carte si rien n'est fait. Quelques heures seulement après le lancement des travaux de modernisation et réhabilitation de routes, 25 km au total pour une durée de 36 mois, le directeur général adjoint de CREC7, Dr Stéphane Mundadi, a fait la ronde de la ville pour se faire une idée exacte de l'état de délabrement des routes périphériques. Une visite d'inspection sur les avenues ciblées sur les projets Tshilé-Gelou, notamment l'avenue Lusambo, avenue des Écoles, Odja David, avenue Tchalamwana, Lumumba, Kasengulu, Kalamba-Nzevu. Le directeur général de CREC7 fait un constat amer et rassure quant à la bonne exécution des travaux. Ce que nous faisons ici, à Kinshasa, on appelle ça des collecteurs. On fait des caniveaux plus grands, presque 1,70 m sur 1,60 m, parce que le mouvement de l'eau est très important ici. Et puis collecter l'eau très loin pour que ça puisse aller jusque là où on doit les évacuer. C'est pour cela qu'il n'y a plus de route à Mbuji-Mayi depuis le temps belge. Pour la population de Mbuji-Mayi, c'est un ouf de soulagement. Autre chose à présent, clôturière des travaux de renforcement des capacités du personnel de la plateforme de gestion de l'aide. Travaux marqués par la présence de Madame le ministre, le vice-premier ministre, le ministre du Plan, Élisée Moulembwe, Peggy Mukunda. Un reportage. Après la formation de l'équipe de l'administration et des informaticiens à Dakar au Sénégal pour le renforcement des capacités de la plateforme de gestion de l'aide et des investissements au PGAI du ministère du Plan, c'est le moment de promouvoir et de relancer durablement le processus informatique qui permet de mieux gérer et de suivre avec plus d'efficacité les ressources tant internes qu'externes affectées au développement économique et social du pays. Pour garantir un accès continu, stable et durable de cet outil, la PGAI vient de bénéficier des matériels informatiques, dont remis entre les mains du vice-premier ministre, ministre du Plan, Élisée Moulembwe Tamukumwe, par les bailleurs, je cite, l'agence du gouvernement coréen, COICA, et les programmes des Nations Unies pour le développement, PNUD. À noter que, bien avant cette remise, plusieurs améliorations ont été réalisées, notamment la mise à jour du système, importation des données, la mise en place du tableau de bord pour le suivi intégré du plan national des stratégies du développement, des ODD et des New Deal. Ajoutez à cela les sites web du ministère du Plan. Permettez-moi de rappeler que la plateforme de gestion de l'aide et des investissements est l'outil du gouvernement pour capter les flux de l'aide au développement. Et comme tout système
informatique, nous sommes maintenant fiers d'avoir la PGAI non plus comme une simple base de données, mais comme un outil complet d'aide à la décision qui peut être bénéfique pour les différents acteurs avec un accès confortable. Fini avec les contraintes majeures qui bloquaient le fonctionnement de la PGAI, nous devions améliorer notre politique de gestion pour permettre à la PGAI de tracer toutes ces informations, a martelé Élisée Mounengwe à l'Auguste Assemblée. Un mot de la sécurité dans ce journal, l'évacuation des bandits urbains appelés Kuluna vers Kanyama-Kassese se poursuit sans faille. Hier, la police nationale congolaise de concert avec les services nationaux ont acheminé à l'aéroport international Njili des malfrats direction Olomami. Regardez. Mise en place terminée au commissariat provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Des Kuluna visiblement satisfaits. Après identification, des centaines de délinquants communément appelés Kuluna, parmi eux des femmes, ont pris place à bord de ces camions militaires. Direction l'aéroport international d'Njili. Tout le long du parcours, les cortèges du général Silvano Kassongo de la PNC Kinshasa et du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik du service national ont reçu des salves d'applaudissements de la population qui a salué cette initiative de lutte contre le banditisme et la criminalité urbaine. Habillés en tenue de bâtisseurs, ces Kuluna qui seront bientôt transformés en agents de développement ont embarqué à bord de cet avion affrété vers le centre pilote de Kanyama-Kassese. Les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale congolaise ville de Kinshasa circonscrit les faits. C'est le sentiment de satisfaction. Nous devons continuer. C'est la 4e vague, il y aura la 5e, la 6e. Nous avons l'appui du commandant suprême qui nous donne les moyens pour les acheminer. Faire des Kuluna de bons citoyens au service de la nation, en tout cas, c'est l'objectif poursuivi par cette vaste opération. Nous ne cesserons de le répéter. Ces jeunes gens ne vont pas en prison, mais ils ne vont pas aussi loger dans un hôtel à 5 étoiles. Ils vont subir un encadrement, une formation. N'étant pas un mois, comprenez qu'ils vont terminer leur formation, leur encadrement, ils vont être utiles à la société. Cette 4e vague de transfèrement des délinquants intervient 2 jours après l'envoi de 300 autres Kuluna qui sont bien arrivés et installés à Kanyama-Kassese. Je l'ai annoncé en début de ce journal, trop c'est trop, le vol des câbles électriques et des cornières de pylônes de la Société nationale d'électricité SNEL inquiète les responsables de cette entreprise et ses abonnés. Après Likasi, Kolwezi, cette fois-ci, c'est Lubumbashi qui paye les lourds tributs et conséquence, quelques communes sont privées d'électricité. La prison et les sites universitaires de Kassapa, les quartiers Gambela 1 et 2, régis des eaux pompages, sont dans le noir. La cause, 500 mètres de conducteurs en cuivre de la Société nationale d'électricité SNEL SA ont encore été cannibalisés. Un désastre qui commence à passer comme un fait banal. En plein centre-ville de Lubumbashi, des inciviques en bande organisée opèrent en toute tranquillité et quasi quotidiennement. Il y a lieu de penser à des complicités dans les milieux de ceux qui doivent sécuriser ces infrastructures. 6 pylônes se sont effondrés du numéro 59 au numéro 64 des suites du vol dans la nuit du 29 au 30 mars. Les autorités politico-administratives du Haut-Katanga, en commençant par le gouverneur, ont beaucoup de priorités, mais le vol répété des câbles SNEL semble sorti de leur agenda. Sans électricité, le développement est impossible, et ça tout le monde le sait. Nous avons vécu le vol de conducteurs de cuivre depuis la nuit d'hier. Donc c'est des choses que la SNEL déplore, puisque ces actes d'incivisme non seulement se répercutent sur les recettes de la SNEL, mais aussi sur l'économie du pays et le développement et le bonheur de tout le monde, quoi. Le couvre-feu n'est pas très innocent à cette destruction programmée de SNEL. Les voleurs ont certainement un débouché. Les services de sécurité doivent se mouvoir pour protéger ces équipements capitalistiques qui coûtent les yeux de la tête au gouvernement, seul actionnaire dans SNEL SA.
Le partenariat est scellé entre la Fédération des entreprises du Congo FEC et la Congolaise de voies maritimes CVM. Désormais, un contrat lie les deux sociétés pour renforcer le dragage du bief maritime Matadi-Boma. Objectif, assurer la circulation de bateaux des gros tonnages. Améliorer la navigabilité dans les biefs maritimes du fleuve Congo dans l'idée hautement sociale de permettre aux navires de haute mer de desservir en toute sécurité les ports maritimes de Boma et de Matadi, c'est le but poursuivi par ces contrats de collaboration entre la Congolaise de voies maritimes et la Fédération des entreprises du Congo. Dans la pratique, les modalités de collaboration reposent sur deux axes: l'appui à l'exécution des travaux de dragage, l'acquisition d'une drague neuve ainsi que des équipements connexes. Les deux parties ont été représentées pour la FEC par l'administrateur délégué Kimona Bolongue et la CVM par Madame le directeur général. C'est que cette drague fonctionne bien et à tout moment, qu'il n'y ait pas manque de moyens, manque de pièces de rechange, manque de carburant, mais qu'il y ait, in fine, l'achat d'une deuxième drague pour permettre à la CVM de faire correctement son travail. Ici, nous parlons de... Je vous ai dit, c'est une question fondamentale. Si on ne le fait pas, le bief maritime congolais va être bouché par le sable et aucun bateau, peut-être les pirogues pourront encore entrer, mais les bateaux, le gros navire, ne pourront plus rentrer sur Matadi. Aujourd'hui, nous venons de signer un accord qui va assurer à l'entreprise des recettes supplémentaires pour pouvoir lui permettre donc de continuer à assurer sa mission au moindre coût pour l'économie du pays. Un contrat de collaboration qui fait suite à la demande du Premier ministre qui entend faire de la CVM un outil économique au bénéfice de la communauté, et cela à travers un partenariat public-privé avec la Fédération des entreprises du Congo FEC. L'identification des priorités législatives en République démocratique du Congo pour des scrutins non précipités, sujet qui a mis autour d'une table les députés nationaux responsables de la Commission électorale nationale indépendante et membres de la Cinco Explication, Marcelin Malanteba. Les élections sont-elles encore possibles dans le délai constitutionnel dans notre pays au regard des contraintes de divers ordres auxquelles il fait actuellement face? C'est à cette question et à bien d'autres que le participant et les orateurs assemblés ce 30 mars au centre interdiocésain de la Cinco ont tenté de répondre. Le secrétaire général de la Cinco, l'abbé Cholet, a mentionné la nécessité d'identifier les priorités législatives, question de baliser le chemin d'un processus électoral apaisé en RDC. Et de vous avoir, au terme de cette matinée de plaidoyer parlementaire, des idées claires sur la faisabilité des élections améliorées par rapport à celles du passé, malgré le temps relativement court qui reste. Cette matinée d'échange d'informations que l'Ordre national des experts électoraux a mis en route avec le bureau de liaison parlementaire de la Cinco a offert l'occasion aux députés nationaux du groupe de 13, les honorables Jacques Njoli et Paté Mouyaya, puis au président de la CENI Corneille Nangaa, de développer leurs arguments. Comme lors de ses récentes interventions, le patron de la santé électorale a plus insisté sur la proposition des réformes et en valeur de renforcer l'indépendance de la CENI. Corneille Nangaa a fait des propositions pour être au rendez-vous à l'Assemblée nationale. Préserver la mémoire institutionnelle de la CENI à l'expiration du mandat de ses membres en vue de la pérennité de l'expérience managériale et de l'expertise électorale. Nous sommes fermes là. Les 13 membres vont sortir, les 13 autres vont venir, et très souvent, c'est des fois des gens qui ne vont pas l'APC des élections. C'est un vrai problème pour la mise en route du schéma politique. Dans tous les différents panels organisés au cours de ces plaidoyers parlementaires, il s'est dégagé la nécessité de valoriser la surveillance citoyenne permanente dans ce processus électoral. Faisons un petit voyage dans les territoires de Boungourou, Okoulou. Désormais, la population de cette partie du pays savoure l'eau potable, et c'est là grâce au puits de forage construit par le ministère du Développement rural. Rodé Panda, notre confrère, a pris un gobelet de cette eau. Regardez.
Sortir des robinets n'est jamais entré dans ces bidons vides. La population recourt à l'eau de la rivière impropre à la consommation avec toutes les conséquences des différentes maladies. L'accueil chaleureux et la joie augmentée réservée au ministre Dino Kouloupombo par la population est synonyme de l'offre en eau potable qu'il apporte. C'est l'effervescence totale dans ces coins de la province du Kwilu. À partir du village de l'Eniesse, suivi des Aba, Vanga et Djoumam, dans les territoires de Boulungu, Dino Kouloupombo a inauguré plusieurs réseaux de distribution d'eau propre à la consommation, dont les travaux ont été supervisés par l'ONHR, Office national de l'hydraulique rurale. Une fois de plus, Dino Kouloupombo a lié l'acte à la parole, preuve de son désir ardent de matérialiser la vision du chef de l'État centrée sur le développement à la base. Ici, dans le territoire de Boulungu, il y a 3 lots qui sont réalisés. C'est le premier lot, c'est celui-ci, où on a fait plus de 3000, une addition d'eau avec plus de 3000 mètres d'enfoulement et un réseau de plus ou moins 900 mètres pour distribuer de l'eau dans, on appelle ça la commune rurale de Djouma. Quelques notables et responsables de la société civile de ces différents villages bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Distribuer de l'eau potable à Djouma, qui est une cité en émergence, c'est vraiment contribuer au bien-être de la population et nous sommes très contents et très satisfaits de cela. Même si nous devons dire que ça ne suffit pas encore, ce que le ministre a fait est beaucoup, mais nous devrons continuer pour que toute la population soit alimentée en eau potable. Certes, le gouvernement est démissionnaire, mais les Congolais, eux, ne démissionnent jamais. Sous l'arbre, ils attendent toujours l'amélioration de leurs conditions de vie. Sans relâche, Dino Kouloupombo cherche toujours à résoudre les problèmes sociaux de la population. C'est ça, donner la vie aux Congolais. À l'étranger, précisément en Côte d'Ivoire, depuis hier, l'ancien président Laurent Gbagbo et le ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé ne sont plus prisonniers de la Cour pénale internationale. CPI à La Haye, tous deux sont libres. Ainsi l'a déclaré le président de la CPI, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, autrefois accusés de crimes contre l'humanité dans les violences électorales en 2009-2010. En Côte d'Ivoire, précisément, nous y reviendrons avec force et détails dans nos éditions prochaines. Et place à la revue de presse, Ndolo de Bazou. Bonjour. Bonjour Odilon, bonjour à tous. Et vous avez sélectionné quelques titres parus, quelques titres de journaux parus dans la capitale. Kinshasa, violence à l'est du pays, Mbosso crève l'abcès, Kabound clarifie la situation, note Vecpost Ndolo de Bazou. Premier vice-président de l'Assemblée nationale, écrit de poste, Jean-Marc Kabound a tenté d'éclaircir les propos de Christophe Mbosso Kodia adressés aux députés nationaux au sujet de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon le journal, Kabound affirme qu'il s'agissait d'une manière de demander à toute personne qui serait de mèche avec les groupes armés d'arrêter cette entreprise. Kabound prévient implicitement que le bureau de l'Assemblée nationale n'interviendra pas au cas où un député serait interpellé. De poste rappelle que Mbosso a interpellé les députés nationaux originaires de l'Est de la République démocratique du Congo à l'ouverture de la plénière au sujet des rapports que certains d'entre eux entretiennent sur les violences dans l'espace du Grand Kivu. Toujours à l'Assemblée nationale, Ndolo de Mazou, Mbosso Kodia Mpwanga, la vérité qui dérange annonce la République. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a appelé les Congolais à quitter les groupes armés pour prouver leur attachement à la patrie. À la surprise générale, constate la République, l'exhortation de Christophe Mbosso a suscité une vague de réactions de la part d'une certaine partie de l'opinion nationale, à l'instar de Victor Tessongo, activiste de droits de l'homme au sein du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha, qui a brandi le dépôt dans les prochaines heures d'une plainte contre le président de l'Assemblée nationale auprès du procureur général près la Cour de cassation pour avoir un éclairage sur cette question d'insécurité à l'Est et qui en sont les complices. Après ces réactions, poursuit le confrère, le cabinet du président Mbosso a dans un communiqué contextualisé ses propos.
Les propos qu'il a prononcés, rappelle le communiqué, doivent être compris comme un appel général à plus d'éveil de conscience et de patriotisme adressé au peuple congolais. Il ne s'agit donc pas des accusations portées contre les élus du Grand Kivu. Et parlons de la gestion de la Commission électorale nationale indépendante. Nanga, pour des personnalités indépendantes, rapporte l'avenir de l'Élébajou. Les confessions religieuses continuent à recevoir les candidatures des personnalités qui concourent au poste du président de la CENI. Profitant d'un atelier de plaidoyer parlementaire Notre l'avenir, Corneille Nanga, président sortant de la CENI, recommande que les personnalités indépendantes choisies comme membres du bureau de la CENI ne soient ni des personnalités politiques élues, ni des candidats non élus, encore moins des militants avérés de premier rang exerçant des activités politiques connues au sein des partis et regroupements politiques. Ça passe ou ça casse, affirme le tabloïd, surtout lorsqu'on sait que cette recommandation devra être considérée comme une réforme majeure à débattre par les élus du peuple. Et avant de refermer cette revue de presse, nouveau rendez-vous pour le gouverneur UDPS du Kassai oriental, Maweja, pour pousser vers la sortie article d'Africa News. Unique gouverneur issu des rangs de l'UDPS après les élections du 10 avril remportées haut la main par les candidats FCC à travers le pays, écrit Africa News, Jean Maweja doit se présenter ce jeudi devant le Parlement du Kassai oriental pour s'expliquer sur son bilan. Refusera-t-il encore de répondre à cette injonction comme la fois dernière en recourant à des parapluies politiques à Kinshasa, se demande le journal. Le gouverneur Maweja est visé par une motion de censure déposée mardi et signée par 16 députés provinciaux sur 24. Les députés lui reprochent essentiellement l'incompétence, le manque de vision et le détournement des deniers publics. Et voilà, Ndolo Demazou, ça sera tout. Et le prochain rendez-vous, c'est bien sûr la revue de presse. Demain, vendredi. Vendredi toujours. À la même heure, fidèle au poste. Merci Ndolo Demazou. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Un bon suite de programme sur la radio-télévision nationale, votre télévision. Et quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.